Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un chiffre qui me fait mal. 50% des femmes quittent la tech avant 35 ans. Elles sont 50% de femmes à quitter la tech avant 35 ans, contre 20% dans les autres secteurs. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il faut savoir qu'en France, les femmes représentent environ 15% dans les métiers les plus techniques. Donc, comme mon métier, moi je suis développeuse logicielle, ça va faire une dizaine d'années. 15% c'est peu, mais lorsque j'ai démarré il y a 10 ans, on était encore moins nombreuses. Ça veut dire que la part des femmes a quand même un peu évolué, tout doucement. Et franchement, il faut saluer le travail qui a été fait. On a vu éclore des écoles, des associations qui ont fait un travail de dingue, et même des entreprises qui ont mis des objectifs de mixité sur la table. Franchement, c'est génial de voir tous ces efforts-là. Et je le constate d'ailleurs quand je participe par exemple à Numérique pour toutes, ces événements en fait qui aident à casser les clichés et encourager les femmes à se lancer. C'est bien d'attirer les femmes dans la tech, mais encore, il faudrait savoir les garder. Moi, je trouve que c'est un gros gâchis. On se donne beaucoup de mal pour attirer les femmes dans la tech et au final, on en perd la moitié en route. Et ça me fait penser à un seau percé qu'on essaye de remplir. On peut verser toute l'eau qu'on veut, y mettre toute l'énergie du monde. Et bien, si on ne répare pas les trous, et ben, ça ne sert à rien. Et pour pouvoir réparer, il faut comprendre. Donc, il faut comprendre pour qu'est-ce qui parte. La première fois que j'ai entendu parler de cette statistique, je me suis dit, jamais de la vie, ça pourrait m'arriver à moi. J'aime les sciences, j'adore la tech, c'est très stimulant. Je ne me voyais pas faire autre chose. Et pourtant, il y a eu des moments où je me suis dit que j'avais envie de tout plaquer pour faire un métier qui n'a rien à voir avec la tech. L'idée de ce talk, c'est de faire un audit personnel basé sur mon expérience pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'elles partent ces femmes-là. J'insiste sur personnel parce que je dis ma façon de voir les choses qui n'est pas forcément celle de toutes les femmes. Donc, pour réaliser cet audit, j'ai donc identifié différents bugs du système. Et avant de parler des bugs, je vais parler un tout petit peu de moi, mon histoire. Donc, j'ai effectué mes classes primaires en Côte d'Ivoire, le pays où je suis née, et j'ai découvert les maths que j'aimais beaucoup. Après, on a dû retourner au Bénin, mon pays d'origine. J'ai fait mon collège, mon lycée en filière scientifique. J'ai fait un baccalauréat scientifique, j'ai été 4e du Bénin. Ensuite, j'ai entendu parler d'une école multinationale, donc je me suis envolée pour le Sénégal, où j'ai fait une licence en sciences de l'ingénieur. J'ai été major de promo. Ensuite, j'ai entendu parler de Polytech Nantes et j'ai pris mon départ pour la France. J'ai intégré Polytech Nantes pour un cycle d'ingénieur en électronique et technologie numérique. J'ai été major de promo uniquement la première année. Si je dis tout ça, ce n'est pas pour me vanter, c'est pour planter le décor avant ce qui va suivre. Parce que, malgré ce parcours, certains événements m'ont plongé dans une spirale de dépression et de perte de confiance en moi. Et cette perte de confiance en moi m'a suivi jusque dans le milieu professionnel. Ce qui m'est arrivé, ce n'est pas une question de compétence. Si c'était une question de niveau, on m'aurait perdu avant la prépa. C'est arrivé après, c'est arrivé dans le système. Et là où je veux en venir, c'est dire que notre mental, notre santé mentale impacte notre productivité, que ce soit à l'école comme au travail. Et notre santé mentale et notre mental est largement influencé par la société, par notre environnement professionnel, par notre environnement personnel. Donc les entreprises ont tout à gagner à préserver notre santé mentale pour qu'on soit plus productif. Avant de continuer, j'aimerais dire un gros merci à mon papa. Il n'est pas dans la salle, mais il verra certainement cette vidéo. Pour mon père, mon potentiel n'a jamais eu de genre ni de couleur. Pour lui, je n'étais pas qu'une fille, j'étais une capacité intellectuelle à faire des sciences. Il avait des rêves tellement grands pour moi qui dépassaient mon imagination de petite fille. Eh bien, quand tu as un père qui croit en toi, qui te regarde de cette façon, à quel moment tu peux douter de toi? Le doute n'avait pas sa place, enfin, presque, jusqu'à ce que la société s'en mêle. J'ai donc identifié différents bugs par rapport à mon expérience personnelle. Des bugs qui, cumulés, usent, abîment et poussent une partie des talents à partir. Le bug 1, c'est la vélocité n'est pas forcément synonyme de compétence.
Le système a tendance à mesurer ce qui est facile à mesurer. Présentéisme, temps de réponse, ticket fermé, vélocité. Et il sous-estime énormément le travail invisible. Le travail de l'homme, c'est par exemple le travail de la personne qui s'attelle à la qualité, déjà pour la satisfaction client, pour faciliter la maintenance, réduire la charge mentale de ses collègues et la sienne même, soit dit en passant. Et d'ailleurs, je suis contente que ce sujet soit de plus en plus mis sur la table, parce que les apparences et le présentéisme, eh bien, ça tue la qualité. Le travail invisible, c'est aussi celui de la personne qui prend le temps d'aider un collègue à monter en compétence. Parce que même s'il ne dépile pas les tickets à la vitesse de l'éclair, eh bien, une équipe, c'est une équipe. Et la réussite d'une personne, eh bien, c'est la réussite du collectif. Il y a un collègue qui m'a parlé d'une loi qui résume bien ce bug, c'est la loi de Goudard. Quand une mesure devient un objectif, eh bien, elle cesse d'être une bonne mesure. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on commence en fait à essayer d'optimiser les chiffres et plus la valeur. Et au final, on oublie pourquoi est-ce qu'on cherchait à mesurer à la base. J'ai donc identifié différents patchs à ces bugs-là. Manager, responsable, chef de projet, Scrum. Arrêtez de confondre vélocité et compétence. Arrêtez de confondre vélocité et valeur ajoutée. Et mettez en place des métriques qualitatives de mentorat, par exemple. Équipe, valorisez le travail invisible. Documentation, qualité, montée en compétences et tout le reste, tout ce que vous pouvez imaginer. Femmes et même hommes, arrêtons de minimiser l'impact que nous avons sur l'équipe, sur la productivité, même lorsque cet impact est difficilement mesurable par des chiffres. Et puis, il y a les biais. J'ai identifié différents biais à ma façon. On ne va pas se mentir, le développeur en France a souvent un profil type. Et quand tu viens avec un profil différent, il y a parfois présomption d'incompétence. Je ne dis pas toujours, mais parfois. Imaginez, les femmes, en fait, elles doivent prouver 2 fois plus la plupart du temps, tandis que les hommes, ils ont beaucoup plus le bénéfice du doute. Je vais donner un exemple. Imaginez un projet qui déraille, avec à sa tête un homme. Généralement, le premier réflexe, ça va être de chercher le problème dans le contexte. Délai intenable, périmètre flou, équipe sous tension, process bancal. On va chercher le problème dans le contexte. Maintenant, imaginez même projet, même échec qui déraille, mais à sa tête, cette fois-ci, une femme ou une femme d'origine. Je ne dis pas toujours, mais dans la plupart des cas, on va d'abord lui attribuer l'échec à elle, avant de se poser la question si toutes les conditions étaient réunies. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu sais que même inconsciemment, lorsqu'il y aura une moindre erreur, tu seras pointé du doigt, qu'est-ce que tu fais? Tu t'auto-censures pour te protéger par instinct de survie. Tu refuses d'évoluer, pas parce que tu n'as pas d'ambition, mais parce que tu veux te protéger. Et il y a le biais de posture, ce que j'appelle biais de posture. Et j'ai une petite question. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez déjà pensé que quelqu'un était plus compétent ou avait forcément raison, juste parce qu'il parlait fort ou avec conviction? Merci. On va être honnête, moi aussi. C'est ce que j'appelle le biais de posture. On a souvent tendance à confondre la confiance affichée avec la compétence. Et celui qui parle plus fort et avec assurance, on lui attribue souvent le bénéfice du doute. Et les voix réservées des personnes calmes ou timides ou qui n'osent pas, on ne les entend pas forcément et elles peuvent avoir des idées brillantes. Les femmes dans la tech souffrent souvent du syndrome de l'imposteur et donc sont plus confrontées à ces biais de posture. Moi, on m'a souvent cataloguée de timide. Eh bien, je ne suis pas timide, je suis plutôt hypersensible. Une sensibilité plus haute que la moyenne. Je ressens plus fortement et plus finement les choses. Les ambiances, les tensions, les conflits, le langage non verbal, les non-dits. Et pendant longtemps, je me suis longtemps renfermée pour me protéger. Je me suis longtemps renfermée, je me suis tue pour me protéger. Et puis, il y a les biais d'apparence. Moi, je n'ai pas forcément le profil type du développeur. Et en plus de ça, j'aime bien m'habiller en fille. Dans mes débuts, j'ai un collègue qui m'a déjà dit que je ne ressemble pas à une dev et que personne n'aurait deviné mon secret à Secret Story. Sur le coup, ça m'a fait mal, mais après, peut-être que j'aurais dû m'inscrire, qui sait. J'aurais remporté la finale. Comme tous les biais, on se fait souvent avoir par les apparences.
Et en fait, on a tous plus ou moins ces réflexes-là. C'est vraiment, je pense que tout le monde en a ces biais-là. Et l'idée, c'est vraiment de prendre le temps de déconstruire. De déconstruire, en fait, pour se rééduquer sur certains sujets. J'ai donc identifié différents patchs au bug 2. La formation et la sensibilisation aux différents biais, obligatoires et en continu. J'insiste sur en continu parce que les biais, en fait, ce sont des réflexes qu'on a tous et ça va être difficile, en fait, de les déconstruire. Donc, il faut vraiment que ça soit sur la durée. Deuxième patch, il faut prendre le temps d'écouter ce qu'on n'entend pas et instaurer une sécurité psychologique pour que tout le monde se sente libre de parler sans avoir peur de dire des bêtises ou de faire des erreurs. Parce que lorsqu'on a à chaque fois peur de faire des erreurs, eh bien, on n'essaie rien, on ne tente rien et on s'auto-censure. Attention, messieurs, je n'ai pas dit que le bug, il venait que des hommes. Femmes comme hommes participent au bug du système. Et moi, par rapport à mes 10 années d'expérience, je peux vous l'assurer que les femmes également participent au bug du système. Je ne nie pas qu'il y a de l'entraide entre les femmes, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux et j'appelle donc les femmes à encore plus de sororité et moins de compétition inutile. Et puis il y a le bug 3, environnement toxique. Le monde de l'entreprise, ce n'est pas un monde de bisounours, mais il devrait rester un monde humain. Les micro-agressions, manque de respect, management, micromanagement. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui portent atteinte en fait à notre intégrité. On dit souvent qu'il faut séparer, qu'il faut réussir en fait à laisser les émotions du boulot au boulot lorsqu'on rentre chez nous. Mais les émotions, surtout les plus négatives, ont tendance à nous suivre chez nous jusqu'au fond de nos lits. Et je vais vous dire une chose. La rétention des femmes passe surtout par le leadership. La tolérance des profils toxiques, même s'ils sont super productifs, même s'ils sont proches de chef, coûte cher. Ils coûtent cher à l'ambiance, ils coûtent cher à la productivité et surtout, ils coûtent cher aux profils les plus vulnérables. En 10 années d'expérience, moi, j'ai eu la chance d'avoir des leaders qui m'ont fait grandir. J'en ai eu d'autres qui m'ont fait douter, voire couler. Du coup, pour les patchs du bug 3, responsable, manager, leader et tout le reste, formez-vous à l'intelligence émotionnelle. Encore une fois, ce n'est pas pour faire bisounours. Productivité et émotion sont liées. Lorsqu'un responsable sait ce que vit son équipe, il a tendance à mieux réagir, anticiper toute situation qui pourrait être irréversible. Deuxième patch, politique zéro tolérance sur les profils toxiques. On devrait être en mesure de mesurer, on devrait être capable de mesurer l'impact d'une ambiance toxique, turnover, démotivation, arrêt maladie, baisse de productivité. Il faudrait mettre en place de réelles solutions concrètes lorsque la toxicité est avérée. Donc permettre aux gens de s'exprimer librement sans avoir peur ou sans devoir se sentir obligés de partir pour préserver leur santé mentale. Et puis il y a le bug sur la responsabilité personnelle. Oui, il y a des bugs dans le système, mais notre responsabilité personnelle en fait partie. Et ce serait malhonnête de ne pas en parler. Moi, par exemple, j'ai été coupable de ma propre diminution. Je me suis fait petite. Je n'ai pas su recadrer quand mes limites étaient piétinées. Et même lorsque je me suis retrouvée dans des environnements sains, avec des leaders capables de me faire grandir, je me suis renfermée par peur. Est-ce que j'ai toujours été au top de mes performances? Clairement non. C'était ma responsabilité personnelle dans les situations où j'aurais pu faire mieux. C'est ma responsabilité personnelle de me former lorsque je me sens en difficulté sur certains sujets. C'est ma responsabilité personnelle de quitter des environnements toxiques qui me détruisent psychologiquement. C'est ma responsabilité personnelle de prendre ma place sans attendre qu'on me la donne. Je ne peux pas contrôler les pensées et les attitudes des autres, mais je peux contrôler ma façon d'agir et de réagir. Et ça change tout. Ces bugs touchent aussi les hommes. Ils touchent les hommes, surtout les profils différents, les reconvertis, les introvertis, les juniors, les profils atypiques. Je ne le nie pas, mais ils touchent les femmes de façon disproportionnée. Et c'est de ça que je parle aujourd'hui. Ils touchent les femmes de moins de 35 ans et les femmes de plus de 35 ans. Et là, je vais parler de la dette psychologique. Pour les développeurs, vous connaissez la dette technique. Eh bien,
Moi, je vais parler de la dette psychologique. Pour moi, ici, la dette psychologique, c'est tous ces bugs cumulés qui usent, abîment et poussent une partie des talents à partir. À force de devoir prouver, douter, supporter, on finit par s'user et s'abîmer. C'est lent, c'est silencieux. On se dit, c'est bon, je tiens, je gère. Et puis un jour, la goutte d'eau et le vase déborde. On passe une grande partie de notre temps d'éveil à travailler. Et c'est compliqué de faire la distinction pro et perso. Et quand on va mal dans le boulot, il y a plus de chances que ça impacte notre vie personnelle, nos proches, nos loisirs, notre santé mentale. Moi, j'ai 2 enfants, 2 petits garçons, 4 ans, et le dernier, il aura 6 mois demain. Et je sais bien qu'en plus de mon hypersensibilité, si je vais mal, eh bien, j'aurai du mal à être la mère dont ils ont besoin. On n'a pas envie d'exposer nos proches à notre usure. Et le point de bascule est 35 ans. Avant de parler de ça, je tiens à dire que toutes les tranches d'âge ont le charme, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Moi, par exemple, je préfère ma trentaine à ma vingtaine et je ne sais pas ce que va me réserver la quarantaine. Mais par contre, j'aimerais profiter suffisamment de ma trentaine dans la sérénité. 35 ans, c'est la moitié de la trentaine. Quand tu es dans la trentaine, tu as souvent une vie de famille ou pas, et tu as des proches que tu n'as pas envie d'exposer à ton usure. Quand tu es dans la trentaine, tu finis par te poser une question. Est-ce que j'ai envie de passer le reste de ma trentaine à devoir douter, prouver, supporter, encore et encore, devoir prouver que j'ai ma place pour un métier pour lequel je suis douée et que j'aime? On finit par se demander, est-ce que la sérénité ne serait pas mieux pour profiter simplement de sa vie sans exposer nos proches à notre usure? On ne quitte pas la tech parce qu'on ne l'aime pas. On quitte parce qu'on n'a plus l'énergie de se battre contre le système. Alors, le bug, il n'est ni dans la passion, ni dans la compétence. Il est dans la façon dont le système accorde une place aux femmes et aux profils différents. Du coup, vous avez tous ces droits admin sur le repo. Je vous invite à pusher les fixes sur le système, en forçant, bien sûr. Voilà un récapitulatif de quelques actions concrètes. Femmes dans la tech, si vous êtes en train de craquer, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas toute seule. Prenez le temps de maîtriser les bases techniques, n'essayez pas d'aller trop vite. Protégez votre santé mentale et si l'environnement est définitivement toxique, eh bien, prenez-la pour des scampettes. Responsable, RH, manager, leader, Scrum, prenez le temps d'écouter. Pas pour répondre, écoutez pour comprendre. Valorisez le travail invisible et c'est votre rôle de garantir un environnement sain, comme je l'ai dit. La santé mentale a un grand impact sur notre productivité. Intégrez des métriques qualitatives également. Et à tous, soyez un allié actif, que ce soit contre les biais ou si vous voyez en fait un environnement toxique ou une remarque déplacée, n'hésitez pas à agir. Ce n'est pas grand-chose, mais ça peut changer la donne. Alors, est-ce que je vais finir par rejoindre ces statistiques? Je ne sais pas, j'ai pas encore 35 ans, mais ce que je sais, c'est qu'aucune femme passionnée par son métier ne devrait avoir à se poser cette question. Merci de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à me laisser un avis si vous voulez. Merci beaucoup. Et j'espère que vous avez retenu quelque chose. Merci.